bonsoir à tous et bienvenue dans ce live organisé par Sud-Ouest en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, un live dédié à Parcoursup. Donc depuis le 18 janvier, la plateforme est ouverte pour enregistrer et recevoir vos vœux. C'est le moment d'y aller. Donc vous avez jusqu'au 9 mars précisément pour formuler ces vœux. J'imagine que vous avez plein d'interrogations, plein de questions. Alors pour y répondre, on a d'abord écrit des articles. On vous a proposé la semaine dernière un supplément et ce live pour pouvoir écouter et répondre à toutes vos questions sans tabou. N'hésitez pas à nous les envoyer en direct. Bien entendu, on en a déjà recueilli quelques-unes, j'en ai aussi préparé. Et pour ça, puisque moi je ne sais pas tout, je suis Aude Ferbos, journaliste à Sud-Ouest en charge de l'éducation. J'ai oublié de me présenter, c'est la première des choses. Et nous allons recevoir en direct Monsieur Parcoursup. Bonsoir Jérôme Teillard. Bonsoir à vous. Ça y est, nous avons résolu notre problème technique, c'est parfait. Merci de nous retrouver. Donc, je vous présente, vous êtes Monsieur Parcoursup au ministère de l'Éducation nationale, pas du tout de l'Intérieur. Et donc, vous êtes chargé de mission Parcoursup au ministère. Donc, vous savez tout sur Parcoursup. C'est ça. Alors, en préambule, moi, j'aurais bien voulu que vous nous rappeliez, vous fassiez un petit historique de Parcoursup. Depuis quand a été créée la plateforme et quel était l'objectif de cette nouvelle plateforme? Alors, Parcoursup existe depuis la procédure 2018. Donc, on en est, vous voyez, à plus de 5 ans, on en est à la 6e session cette année. Et l'objectif, il est tout simple, accompagner des lycéens à se projeter vers l'enseignement supérieur et leur permettre de passer cette étape de transition en leur donnant la visibilité sur un maximum d'informations, de formations possibles. Il y en a 21 000 sur Parcoursup. Et en leur donnant des informations qui vont lui permettre à la fois de connaître les formations, d'avoir une idée de est-ce que ce sont des formations très demandées ou peu demandées, et puis ensuite de faire des choix. Et je crois que la procédure Parcoursup, elle est finalement, pour un élève de terminale, eh bien, c'est à la fois, il y a une vie pour passer le baccalauréat, et puis il y a aussi son temps pour préparer à se projeter vers l'enseignement supérieur. Je le dis aussi parce qu'il y a sûrement des lecteurs qui nous écoutent ce soir, qui sont des étudiants en recherche d'une réorientation. Ils sont aussi bienvenus sur Parcoursup. L'an dernier, pour donner quelques chiffres et donner une visibilité globale, Parcoursup, c'est 1 million de candidats, il y avait 622 000 lycéens, il y avait 186 000 étudiants en recherche d'une réorientation. Voilà ce qu'est Parcoursup, et puis j'imagine que vous avez des questions pour qu'on rentre dedans progressivement. Bien sûr. Alors, cette année, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo rapide sur les innovations, les améliorations apportées cette année pour l'édition 2023? Parce que chaque année, donc, en fonction des remarques des utilisateurs, le système est amélioré. Cette année, quelles sont ces nouveautés? L'objectif cette année, ça a été d'être plus clair, d'être plus transparent et d'apporter plus d'informations utiles aux candidats. Et donc, on a refait ce qu'on appelle le moteur de recherche qui vous permet d'aller rechercher des formations. Et puis, on a refait aussi l'ergonomie des fiches formation. Les fiches formation, c'est quoi? C'est chaque formation a sa fiche et toutes les fiches sont organisées de la même manière avec un objectif. Eh bien, vous puissiez vous repérer, vous puissiez découvrir des formations, vous puissiez comparer entre formations. Parce que je crois que si vous faites l'essai d'aller sur des sites d'établissement, très rapidement, vous y perdrez parce que l'information n'est pas rangée au même endroit, elle n'est pas classée et organisée selon un principe commun. C'est le cas sur Parcoursup. On vous garantit cette homogénéité. Puis je le dis pour tous ceux qui nous écoutent, Parcoursup, c'est la simplicité de vos démarches. C'est un seul calendrier, un seul site, un seul dossier. Et je crois que pour tous ceux qui ont fait l'aventure de l'accès à l'enseignement supérieur en avant, ils mesurent ce que ça veut dire comme terme de progrès. Il n'y a pas de dossier à envoyer à plein d'établissements et faire des photocopies. C'est entièrement dématérialisé, c'est fait pour vous. Et finalement, nous, notre objectif, c'est la simplicité pour que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, ce qui est peut-être aussi un peu angoissant, c'est qu'est-ce que je souhaite faire, quelles sont les formations qui m'intéressent et comment je veux me projeter vers l'enseignement supérieur. Alors moi, je le dis aussi pour se rassurer, hein, vous-même, journaliste, moi, je l'ai fait aussi. On est encore là, donc vous y arriverez, vous verrez, ça se passera bien. Alors, en attendant, j'imagine que les auditeurs, enfin les gens derrière l'écran, ont plein de questions à nous poser, à vous poser plus précisément, surtout que les candidatures ont ouvert depuis le 18 janvier. On va attendre que les questions affluent, j'en ai déjà quelques-unes. Mais en attendant ces questions, donc je voulais vous poser, vous en poser une première sur une critique qu'on a pu vous faire sur les
on va dire les attendus, les critères de Parcoursup qui n'auraient pas été suffisamment clairs les années précédentes. Est-ce que sur cette édition, il y a du mieux, on va dire? Oui, alors, vous savez, Parcoursup, c'est ce qui est passionnant et puis c'est ce qui est difficile à la fois, c'est qu'on se retrouve à l'intersection. Intersection entre la volonté des lycéens, intersection entre les aspirations des formations, ce qu'elles attendent. Et donc, notre travail, c'est d'arriver à faire communiquer chacun des deux acteurs. Eh bien, ce que l'on a fait cette année, parce qu'il y avait des demandes d'être plus claires, et vous avez insisté au départ, vous aviez raison, on écoute les usagers. On a travaillé avec des lycéens, on a travaillé avec des parents d'élèves pour améliorer le site, et il y a une petite rubrique sur la fiche formation qui s'appelle Comprendre les critères d'analyse des candidatures. Moi, j'invite chacun d'entre vous à y aller. On peut y aller sans code d'accès, hein, c'est libre d'accès, et vous pouvez voir à ce moment-là ce qu'on a apporté comme nouveauté, c'est-à-dire d'être plus clair. Vous avez vos résultats scolaires, votre motivation, votre engagement, vos compétences, et pour chacune de ces grands éléments, vous avez des indications. Quelle est la part que ça représente dans l'analyse des candidatures? L'objectif, c'est que ça soit compréhensible pour vous. L'objectif, c'est que les formations puissent vous faire passer des messages. Notamment, on a créé une petite rubrique conseils aux candidats, remplie par les formations et qui peuvent donner peut-être des conseils issus de leur expérience de l'année précédente. J'en prends un, moi, que je vois régulièrement, c'est prenez soin de remplir votre lettre de motivation, sans faute d'orthographe, avec du soin, voilà, parce que ça parle de vous. Et puis aussi des attentes très concrètes en disant ce qu'on attend de vous, ce sont des éléments très concrets sur votre projet, pas une dissertation sur le contenu de chaque formation. Vous voyez? Donc, je crois qu'on a vocation à être cet espace de dialogue. Et puis, je le redis aussi, il y a une petite rubrique sur Parcoursup qui s'appelle rechercher des contacts dans l'établissement. Vous pouvez y trouver des étudiants ambassadeurs. Vous avez les dates des journées portes ouvertes. Voilà, notre objectif, c'est de vous donner le maximum d'informations avec un enjeu, et je crois qu'il faut qu'on le partage bien ensemble, c'est que Parcoursup vous apporte une information des fois riche, l'information de base. Rien ne vaut ensuite le dialogue. Dialogue dans votre établissement avec un professeur principal, dialogue avec des étudiants qui vont vous rassurer sur ce qu'est la première année, dialogue avec les responsables des formations qui vont vous expliquer, parce que l'objectif, c'est que d'ici le 9 mars, qui est le premier jalon à respecter pour faire ses vœux, vous puissiez vous être rendu compte par vous-même de ce qu'étaient les formations que vous connaissiez, celles qui vous aient envie, parce que moi, réussir Parcoursup pour vous, ça veut dire, quand vous rentrez dans la formation que vous avez choisie, vous vous sentez à l'aise, vous savez ce que c'est cette formation et vous savez les études dans lesquelles vous vous inscrivez, parce que mon objectif à moi, c'est votre réussite. Ce qui compte, ce n'est pas tellement Parcoursup. Parcoursup, c'est une étape. Ce qui compte, c'est que vous puissiez aller vous projeter sur des études supérieures qui vous intéressent et vous puissiez y réussir parce que c'est la condition de votre insertion sociale et professionnelle future. C'est ça notre objectif, il n'y en a pas d'autre. Concrètement, là, les questions commencent à affluer, c'est parfait. Concrètement, c'est 10 vœux. Il y a une jeune fille ou un jeune homme, il me semble que c'est une jeune fille qui pose cette question-là. Est-ce que je peux avoir tous mes vœux refusés? Et comment ça se passe? Alors, on ne peut avoir tous ces vœux refusés que si on n'a fait que des choix de formation dites sélectives. Ces formations sélectives, elles ont la possibilité de dire non, je n'accepte pas ce dossier. Et ça n'est uniquement dans une situation où votre dossier ne correspond pas finalement aux exigences de la formation. Lorsqu'il y a des candidats qui n'ont que des réponses négatives, généralement, c'est qu'ils ont fait un très petit nombre de vœux et ciblé sur quelques formations. Donc moi, ce que j'encourage, c'est à la fois à diversifier ces vœux et surtout à éviter de ne faire qu'un seul vœu. Ça serait prendre des risques. Puis, alors oui, les vœux, vous parlez effectivement de formation sélective, mais par exemple, est-ce qu'on peut être... il y a des formations sélectives comme les écoles préparatoires. La fac, est-ce qu'on peut être refusé à la fac? Non. Alors, on ne peut pas... L'université, pour les formations qu'elle a, les licences non sélectives, elle ne peut que vous accepter ou alors sous condition de renfort parce que vous en avez besoin pour réussir. Après, elle est évidemment limitée dans sa capacité d'accueil. C'est-à-dire que s'il y a 3000 candidats à la fin et qu'il y a 500 places, elle ne peut prendre qu'accueillir que 500 étudiants. Ça, c'est aussi un enjeu. Mais ce n'est pas sur le fond, vous voyez. Ce n'est pas en fonction de votre capacité. Elle a pu organiser un classement entre les différents candidats, mais il n'y a pas de réponse négative émanant des universités. Peut-être ce que je voudrais dire aussi, parce que je comprends cette angoisse, moi je leur donne 2 éléments d'information pour rassurer. Un, l'an dernier, en 2022, 95% des lycéens avaient eu au moins une proposition, et quand je calcule combien ça faisait en moyenne, c'était 5,3 par candidat. Donc vous voyez, oui.
Alors, j'ai une question qui vient d'arriver. Qu'est-ce qui est considéré comme une voie sélective, un choix sélectif? C'est quoi un choix sélectif, à part les Alors, grandes écoles? une formation sélective, ce sont par exemple les BTS, ce sont les IUT, ce sont les classes préparatoires aux grandes écoles, ce sont les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs, ce sont aussi les IEP, par exemple. Les formations à l'université, on distingue ces deux mondes en quelque sorte. Les formations dites non sélectives, ce sont la majorité des licences à l'université, ce sont celles qui offrent le plus de places sur Parcoursup. Et puis les formations sélectives, les plus diverses. Je rajoute aussi à la liste les formations en soins infirmiers, qui est la formation la plus demandée sur Parcoursup. Alors si effectivement mes vœux sont refusés, alors sachant que c'est quand même le candidat qui conserve toujours le dernier choix. On est d'accord, c'est lui qui. Alors, je le dis parce que c'est important pour tout le monde. Sur Parcoursup, on est libre de faire ses vœux, il n'y a pas de vœux obligatoires, on choisit librement et vous n'avez pas à les classer au moment où vous faites vos vœux jusqu'au 9 mars. Et puis, quand vous recevez des propositions, c'est vous qui décidez, vous avez toujours le dernier mot. Alors c'est intéressant ce que vous dites, il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire je fais 10 vœux, mais il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport aux autres. Ils sont tous sur Exactement, le il n'y a même que niveau. vous. Exactement, vous faites 10 vœux en fonction des formations qui vous intéressent. Et je le dis aussi parce que c'est souvent une question des lycéens. La formation que vous avez choisie, elle ne connaît que le vœu que vous avez fait pour elle. La liste complète de vos vœux, il n'y a que vous qui la connaissez, et puis moi, mais évidemment, je ne la communique à personne. Alors, c'est un élément intéressant. Du coup, il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de suspense. Enfin, on n'est pas obligé il n'y a pas de tabou, je veux dire, de contrainte. Exactement, c'est exactement pour ça, parce que je crois que c'est ça le point important, c'est qu'on a souhaité volontairement qu'il n'y ait pas d'ordre à constituer pour éviter l'autocensure. Parce que s'il y a un ordre, il y a des lycéens qui vont finalement se dire bah non, ça, j'y arriverai pas, je ne vais pas le mettre en 1, en 2, puis qu'est-ce que je mets en 1, en 2, en 3. Je pense que c'est un exercice qui est trop compliqué. C'est pas ça là-dessus sur lequel il faut se mobiliser. Se mobiliser, c'est quelles sont les formations que j'ai envie de faire, celles qui m'intéressent, et je crois que c'est suffisamment de temps pour se renseigner, pour travailler, ne pas avoir à faire cette hiérarchie. Et puis ensuite, sur Parcoursup, vous choisirez en fonction des propositions qui vous sont faites. Et Parcoursup, très concrètement, ça sera, vous avez reçu une proposition d'admission, vous l'acceptez, vous y renoncez. Voilà, c'est ça un peu le fonctionnement de Parcoursup à partir du mois de juin. Alors, j'ai entendu dire aussi, il y a un élève qui m'a confié son angoisse en me disant il veut candidater sur une école préparatoire, plusieurs écoles préparatoires scientifiques. Il a entendu dire dans son lycée que seuls les premiers élèves de chaque classe avaient accès à une école préparatoire cotée. Est-ce que vous pouvez me dire si il y a beaucoup de légendes urbaines. Il y a beaucoup de légendes urbaines sur Parcoursup de on-dit. Je crois qu'il faut écarter ces on-dit. Moi, je le dis très simplement. Il y a des formations de classes préparatoires aux grandes écoles très, très sélectives. Elles sont très connues en France, elles sont limitées, elles sont très, très sélectives. Et je ne vous cache pas, la question n'est pas de savoir si on est premier dans sa classe. La question, c'est qu'ils recrutent avec un excellent niveau. Mais il y a beaucoup de classes préparatoires. Et il y en a évidemment, et heureusement, qui recrutent beaucoup d'autres profils de lycéens. Un petit conseil que je peux vous donner, donc peut-être deux, allez, c'est un, écoutez, écartez ces rumeurs, vous allez directement sur le site Parcoursup, vous verrez les informations qui sont fiables, qui sont celles données par le ministère. La deuxième chose, c'est que dans ces données, vous pourrez identifier, il y a une information qui s'appelle taux d'accès. Le taux d'accès, ça mesure est-ce que cette formation, est-ce que tous les candidats qui ont demandé cette formation ont reçu une proposition ou pas. Si le chiffre est près de 100%, ça veut dire que tous les candidats ont été admis. Si le chiffre est beaucoup plus proche de zéro, ça veut dire qu'il y a une très forte sélection, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus de candidats qu'il n'y a de place. Mais je crois qu'il faut écarter. Ce n'est pas un algorithme qui fait le classement les classements dans votre formation. Ce sont des enseignants qui vont examiner votre dossier. Ça n'est pas non plus uniquement les premiers qui reçoivent des propositions. Vous vous rappelez le chiffre que j'ai cité tout à l'heure ? 95% des lycéens ont eu au moins une proposition. Ils n'étaient pas tous premiers de leur classe, ou alors, je ne comprends plus. Alors, autre question qui traduit toujours cette angoisse, hein, y a-t-il de la place pour tout le monde? En fait, il y a même plus de places qu'il n'y a de candidats sur Parcoursup. La question est, est-ce que les candidats veulent tous aller au même endroit ou pas? Vous savez, c'est plutôt cette question-là, parce qu'il y en a certains en disant, il faut aller vers cette formation parce que j'en ai entendu parler. Moi, je veux aussi rassurer tout le monde. Sur les 21 000 formations, il y a des formations dont le niveau de diplôme est aussi garanti par l'État. Donc, il vous permet des trajectoires. Par exemple, alors, on peut aussi s'imaginer en disant il n'y a que les formations qui sont à Paris,
qui sont celles sur lesquelles il faut en écouter et qui vous garantissent. Enfin, moi, je n'ai pas fait de formation à Paris, je me porte très bien et je suis aujourd'hui à la tête de Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Je crois qu'il faut relativiser tous les on-dit. Je crois qu'il faut aller sur la plateforme et voir directement les chiffres. Il faut dialoguer avec les professionnels. Et quand je le redis, non seulement il y a 95% des lycéens qui ont eu au moins une proposition, mais en plus, si vous êtes en difficulté, si vous ne trouvez pas de formation, si vous êtes refusé partout, les recteurs, le ministère est aussi là pour vous accompagner. On ne vous laisse pas tout seul et je crois que c'est ça qui est important. Moi, on aura toujours une forme d'angoisse parce qu'il y a une transition du lycée vers l'enseignement supérieur. Vous voyez, hier, j'étais dans un lycée avec les ministres. Je m'y suis rendu et j'ai évidemment vu aussi, comme vos lecteurs, des gens qui ont une angoisse par rapport à leur choix d'orientation et c'est légitime. Nous, on est là pour essayer de vous apporter de l'information claire, pour vous déterminer. Ça, c'est votre vie, hein, c'est votre projet à le construire. Et puis, n'hésitez pas, ne restez pas tout seul avec votre question. À la fois, on fait des lives, on en fera sans doute avec Sud-Ouest aussi. Et puis, il y a beaucoup d'informations et de petites vidéos sur Parcoursup pour vous aider finalement et vous accompagner dans cette évolution. Alors, question, on a uniquement 10 vœux. Alors, moi, j'ai entendu dire qu'il y avait des vœux et des sous-vœux. Est-ce que vous me confirmez cette affaire? Alors, je vais rentrer dans le détail. Donc, globalement, sur Parcoursup, il y a deux types de formations. Il y a des formations sous statut étudiant et puis il y a des formations en apprentissage également. Vous avez 10 vœux pour les formations sous statut étudiant, vous avez 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Et puis ensuite, quand vous êtes dans les formations, il y a 3 catégories de formations. Je vais aller simple, mais je crois pour être clair pour tous. Première catégorie, ce sont les licences des universités, qui sont les plus nombreuses sur Parcoursup. Et là, un établissement égale un vœu. Je donne un exemple. Vous êtes intéressé par une licence de philosophie, vous choisissez 3 universités, ça vous fait 3 vœux. Deuxième situation, c'est quelques formations qui sont des formations sélectives dans lesquelles, pour vous permettre d'avoir plus de choix, finalement, vous faites un vœu sur le titre du diplôme et ensuite, c'est le choix des établissements qui constituent des sous-vœux. Et vous avez un maximum de 20 sous-vœux. Je donne un exemple. Vous êtes intéressé par l'informatique. Vous avez repéré un BTS d'informatique. Vous avez repéré une classe prépa informatique. Vous pouvez choisir ces 2 diplômes. Ça vous fait que 2 vœux, il vous en reste 8 à côté. Et puis pour chacun de ces diplômes-là, eh bien, vous pouvez choisir jusqu'à 10 établissements. 10 lycées qui proposent le BTS, 10 lycées qui proposent cette classe prépa. Dernière catégorie, la situation des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs pour lequel vous avez un vœu sur un concours. Le concours, par exemple, les écoles d'ingénieurs, un vœu sur le concours Avenir, un vœu sur le concours des INSA, un vœu sur le concours GEPI Polytech, et ensuite vous choisissez les écoles qui sont rattachées à ce concours et ça vous fait des sous-vœux. Et là, le nombre est illimité, c'est vous qui choisissez. Un petit point de repère pour vous rassurer, il y a un compteur dans Parcoursup. C'est lui qui va s'attacher à compter combien vous avez de vœux et de sous-vœux. Mais globalement, et pour répondre à votre question, on a à la fois 10 vœux, mais en même temps, les sous-vœux vous permettent d'aller au-delà et vous aurez une réponse pour chaque sous-vœu différent. Si je donne le chiffre de l'an dernier, la moyenne par candidat, c'était 12 vœux. Et évidemment, ça comptait les vœux et les sous-vœux. Vous voyez que c'était au-delà de 10, mais je vous ai donné le pourquoi, finalement, de cette situation particulière. Et là aussi, un élément pour rassurer. Ça fait 6 ans que je fais Parcoursup et que je pilote Parcoursup avec d'autres collègues, bien sûr. Et je n'ai jamais eu de situation dans laquelle un candidat me dit « je n'ai pas assez de vœux pour réaliser mon projet ». Donc, je crois qu'il faut être rassuré. Moi, j'ai plutôt peur de ceux qui ne font qu'un seul vœu, vous voyez, et qui me disent « Vous conseillez ça. Un seul vœu, ce n'est pas du tout une bonne stratégie. Ah non, ce n'est pas une bonne stratégie. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup cherché. Parce qu'on peut estimer en disant « moi, je n'ai qu'un projet ». En fait, quand vous creusez un peu, vous apercevez qu'il peut y avoir plusieurs formations qui permettent d'arriver au même projet. Enfin, vous voyez, il y a un dicton qui dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. C'est un peu pareil pour le métier. Vous avez un horizon professionnel, vous avez un choix d'études et vous pouvez choisir beaucoup de formations. Je vais être par exemple très concret. Vous voulez faire de l'informatique, je l'ai évoqué tout à l'heure, vous pouvez faire une licence d'informatique, un BTS d'informatique, une classe prépa d'informatique. Vous voyez, ça fait 3 projets, ce sont des pédagogies différentes. Et même si vous n'avez qu'un projet, imaginons, eh bien, parfois, dans le même BTS, vous pouvez faire la formation sous statut étudiant et puis vous faire le même diplôme en tant qu'apprenti. C'est-à-dire que là, vous aurez un employeur et vous partagerez votre temps entre un temps d'apprentissage scolaire, entre guillemets, et puis un temps d'apprentissage en entreprise. Vous voyez, il y a beaucoup d'opportunités pour diversifier ses vœux et surtout éviter de n'en faire qu'un. Je pense que si vous êtes dans cette situation-là, rapprochez-vous de votre professeur principal, rapprochez-vous de professionnels, d'étudiants pour vous rassurer, vous aider
finalement à trouver votre projet. Alors justement, une question peut-être un peu particulière, est-ce que les candidats libres ont accès à Parcoursup et peuvent candidater sur Parcoursup? Oui, on a à la fois c'est-à-dire qu'il faut avoir le baccalauréat pour accéder à l'enseignement supérieur. Parmi les candidats, on a à la fois des étudiants en réorientation qui ont déjà leur baccalauréat et fait une poursuite d'études, mais ils veulent en changer. Nous avons des lycéens qui passent le baccalauréat qui sont en classe de terminale et nous avons évidemment des personnes qui passent le bac en candidat libre. Toutes ces personnes peuvent évidemment s'inscrire. Évidemment, si je passe mon bac en candidat libre, au moment des résultats du baccalauréat, je vérifierai que vous avez réussi votre baccalauréat. Si vous n'avez pas réussi votre baccalauréat, vous ne pourrez pas accéder à l'enseignement supérieur. Mais en tout cas, vous pouvez préparer sur Parcoursup votre accès à l'enseignement supérieur. Alors, j'ai une autre question de Yann. Y a-t-il considération du lieu d'habitation d'origine dans l'évaluation des candidats? Alors, non, il n'y a pas cet élément. D'ailleurs, votre lieu d'habitation ne figure pas dans le dossier. Les seuls éléments, et les formations sont toutes bien au courant, il y a 3 situations dans lesquelles votre adresse est communiquée. La première, c'est si vous passez un concours. Lorsqu'ils doivent vous convoquer pour le concours, évidemment, c'est mieux d'avoir votre adresse pour vous convoquer. Deuxième chose, si vous demandez un hébergement à l'internat, une classe préparatoire avec un internat, à ce moment-là, dans la sélection, il y a aussi, est-ce que c'est quelqu'un qui est loin, qui habite loin et qui a besoin finalement de cette place en internat parce qu'elle est légitime au regard de la distance. Et puis la troisième situation, c'est si vous recherchez un contrat d'apprentissage parce que vous allez avoir une relation avec un employeur. Évidemment, l'employeur, il ne conclura pas de contrat en aveugle. Il le fait avec un candidat en ayant connaissance de son CV, évidemment avec l'ensemble des éléments. Mais je veux rassurer, il n'y a pas de discrimination en fonction de votre adresse, que vous habitiez ici ou là. Et encore une fois, rappelez-vous le chiffre que je donnais, 95% des lycéens ont eu au moins une proposition. Vous voyez que, évidemment, ils n'habitent pas tous au même endroit. et est-ce que on parle de domiciliation, mais est-ce que l'origine de l'établissement scolaire, je pense à un établissement plus ou moins coté, ou que ce soit du public ou du En privé, fait, entre en ligne de compte dans non, le... cette information, elle figure, mais ce n'est pas un critère qu'utilise. Et je crois qu'il faut, là aussi, enfin, les données, il n'y a jamais eu autant de mobilité dans tous les territoires en France pour l'accès à l'enseignement supérieur que ce par Parcoursup. Et puis, ce n'est pas une information pour laquelle on va décider qu'il y a tel lycée, il est coté, tel lycée, il n'est pas coté. Il n'y a pas de classement des lycées sur Parcoursup. Je veux rassurer de ce point de vue-là. Et puis, j'ajoute un élément qui va intéresser tous les lycéens cette année. Les lycéens qui nous écoutent, ils vont passer des épreuves de spécialité du 20 au 22 mars. Ce sont les épreuves, enfin les enseignements qu'ils ont suivis depuis la première. Et les notes de baccalauréat, qui sont des notes d'épreuve terminale, avec un sujet national, avec une anonymisation de la correction des copies, avec une harmonisation aussi, cette information, je vais la récupérer pour la mettre dans le dossier Parcoursup. Et l'objectif, c'est bien d'objectiver et d'avoir une analyse qui se fait en fonction des compétences. Là aussi, vous pouvez le vérifier. Tous les critères figurent sur la fiche de formation Parcoursup. On a évoqué tout à l'heure cette rubrique. Comprendre les critères d'analyse, vous y trouverez tous les éléments pour lesquels chaque formation va examiner votre dossier. Alors justement, parmi les critères, on a plusieurs questions concernant les bourses. Première question, est-ce que les boursiers sont prioritaires sur Parcoursup et prioritaires à quoi? Alors, les lycéens boursiers ont 2 formes de priorité, je vais dire. Pourquoi d'abord? Il faut peut-être rappeler le sens. Le sens, c'est de permettre à finalement tous les lycéens, quelle que soit leur situation sociale, d'accéder à l'enseignement supérieur. Et on donne un coup de pouce à ces lycéens boursiers parce que généralement aujourd'hui, ils se concentrent dans quelques formations, ils ont moins accès à d'autres. Donc l'objectif, c'est de les aider. C'est la loi qui a défini cet objectif et Parcoursup le met en œuvre en priorisant leur accès. Deuxième élément pour les lycéens, quand un lycéen boursier change d'académie, va étudier dans une autre académie que celle dans laquelle il réside, il a la possibilité de demander une aide financière de 500 € qu'il peut demander au CNUS, c'est-à-dire le Centre national des œuvres universitaires. L'objectif, c'est d'aider à ceux dont n'ont peut-être pas les moyens de faire une mobilité, de pouvoir le faire pour la réussite dans leurs études. Alors, deuxième question concernant les bourses. Un candidat a posé une question en disant, demandant s'il n'a jamais été boursier jusque-là, peut-il être quand même boursier dans l'enseignement supérieur s'il n'a pas été boursier au lycée? C'est une très bonne question. Les critères de l'accès aux bourses dans le lycée sont plus restrictifs que l'accès aux bourses sur l'enseignement supérieur. Moi, ce que je l'invite, c'est d'aller sur le site vieétudiante.gouv.fr. Il y a un simulateur qui permet de calculer
sa situation d'éligibilité au regard des bourses sur critères sociaux de l'enseignement supérieur. Et quid des candidats étrangers ou dans les dom-tom ou carrément étrangers? Alors effectivement, c'est un peu différent. Dans les candidats qui sont en Outre-mer, dans les Outre-mer, dans toute la diversité des Outre-mer, évidemment, c'est sur Parcoursup qui font leurs vœux, comme les autres, j'allais dire. Et évidemment, je veux dire, ils ont accès à toute l'offre de formation. Ils peuvent faire des vœux dans leur académie, ou notamment dans les universités, ils seront prioritaires, et puis des vœux en métropole. Pour ce qui concerne la situation des étrangers, alors c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais essayer d'être simple. Il y a la situation des Français qui sont à l'étranger, qui passent un baccalauréat, imaginons, je ne sais pas, moi, un baccalauréat australien, par exemple. Je ne passe pas de bac français, mais je suis français, c'est sur Parcoursup que ça se passe. Et évidemment, quand ils vont faire des vœux à l'université, ils seront prioritaires aussi dans le territoire de l'université, puisque par construction, en Australie, ils n'ont pas d'université française. Deuxième situation, je suis étranger, mais je suis de l'Union européenne. Allemand, italien, espagnol. Eh bien, je suis comme les lycéens français, je passe par Parcoursup. Troisième situation, je suis un étudiant ou un lycéen étranger hors de l'Union européenne. Et là, la situation est un peu différente. Lorsque je veux faire des formations à l'université, ça n'est pas Parcoursup. C'est une procédure qui s'appelle la demande d'admission préalable, gérée par Campus France. Et si je veux faire des formations sélectives, genre par exemple les BTS, genre les instituts de formation en soins infirmiers ou les IEP, je passe par la procédure Parcoursup. Vous voyez, la situation est un petit peu différente en fonction de sa situation. Rassurez-vous, là aussi, sur le site Parcoursup, il y a une rubrique avec les questions les plus fréquentes et dans lequel nous avons des réponses à ces questions très précises en fonction du statut, finalement, de cet étranger. Alors, dans le dossier Parcoursup, il y a aussi des éléments hors scolarité, extrascolaires, on va dire, qui sont pris en compte. Est-ce que, par exemple, je sais que les candidats qui ont participé au SNU, au Service National Universel, ont des points. Est-ce que vous pouvez me faire un petit tour d'horizon de ce qui peut être mis en valeur et comment on peut se mettre en valeur le côté extrascolaire dans le dossier de Parcoursup? Et est-ce que c'est important de le faire? Alors oui, c'est important de le faire et je crois que nous l'encourageons parce qu'évidemment, un lycéen, ça n'est pas que ses résultats scolaires, c'est aussi l'ensemble des compétences, des connaissances, des expériences qu'il a pu accumuler et je crois que c'est important. La deuxième chose, alors je le dis sous forme de bitade, moi je n'attribue pas de points. Ce qui compte, c'est de faire valoir son dossier et ensuite nous transmettons à des formations d'enseignement supérieur. Mais je vais donner des exemples très concrets. Par exemple, l'Institut de formation en soins infirmiers, je le redis, c'est la formation la plus demandée sur Parcoursup. Il y a près de 100 000 candidats chaque année qui la demandent. Eh bien, pour faire la formation en soins infirmiers, les responsables de ces formations sont particulièrement intéressés par votre motivation. Ils sont intéressés par votre parcours. Vous avez déjà pris contact avec ce monde médical. Vous savez ce qu'est une formation d'infirmier ou ce qu'est le métier d'infirmier. Vous n'en avez pas une vision concrète parce que vous avez fait un stage. Parce que, par exemple, votre stage de troisième, peut-être que vous avez fait des activités associatives, solidaires, qui vous ont mis en contact avec ce public. C'est un élément que vous pouvez valoriser. Deux solutions pour le valoriser sur Parcoursup. D'abord, ce qu'on appelle la lettre de motivation, le projet de formation motivé, dans lequel vous exprimez votre intérêt pour une formation, la compréhension de cette formation et ce qui vous y intéresse. Et là, vous pouvez valoriser votre parcours. Et puis, il y a une rubrique qui s'appelle Activités, centre d'intérêt, dans laquelle vous pouvez valoriser des expériences. Un service civique, un SNU, une activité sportive, une activité sociale, un engagement dans votre lycée. J'étais délégué de classe, j'étais éco-délégué, j'étais délégué sur le harcèlement scolaire. Vous voyez, toutes ces informations qui finalement, en même temps, disent des choses de vous, de votre personnalité, puis de ce que vous avez accumulé comme expérience, qui peut-être explique votre projet. Un petit focus aussi, je le dis, c'est d'autant plus important, par exemple, pour des étudiants qui veulent se réorienter. C'est l'occasion d'exprimer pourquoi je me réoriente. J'ai trouvé un nouveau projet, j'ai fait des rencontres qui m'ont fait évoluer. Et puis, je le dis aussi parce que parfois c'est l'angoisse de certains lycéens, je n'ai pas fait tel enseignement de spécialité et on me dit que je ne vais pas pouvoir accéder. Eh bien, cette motivation, cette expérience, elle doit permettre aussi d'accompagner votre dossier. Avant Parcoursup et après Parcoursup, je rassure, il y aura toujours des lycéens qui font des choix qui évoluent. C'est humain, c'est normal à cet âge-là d'avoir des projets qui changent. Et Parcoursup vous aide aussi à exprimer
Ce qui compte, c'est d'exprimer votre projet. Ce qui compte, c'est d'exprimer qui vous êtes en quelque sorte. C'est vraiment des éléments qui intéressent les formations de l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est une bonne chose qu'on ait une vision qui ne se résume pas dans des notes. Enfin, les lycéens ne se résument pas à une ou deux notes. Ce sont voilà, des acteurs engagés et puis ils ont un projet d'accès à l'enseignement supérieur et c'est ça qu'on veut soutenir. Alors justement, vous parliez de déconstruire les préjugés. Les lycéens ne sont pas que des notes et d'ailleurs, Parcoursup n'est pas du tout, contrairement à ce que à l'idée reçue, un algorithme. Vous pouvez nous expliquer qui se cache derrière Parcoursup? Comment ça se passe? Derrière la machine, il y a qui, il y a quoi? Un fond bleu. Mais globalement, il n'y a pas. Enfin, ce qu'il faut se rendre compte, ce que fait Parcoursup, c'est récupérer vos candidatures, les transmettre à des enseignants du monde de l'enseignement supérieur qui vont examiner ces candidatures et vous faire des propositions et ensuite Parcoursup, finalement, accompagne vos choix. C'est ça ce que fait Parcoursup. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas d'algorithme qui va décider que vous allez ici ou là. C'est vous qui choisissez vos vœux, c'est vous qui choisissez qui avez le dernier mot pour choisir la formation qui vous intéresse. Évidemment, il y a des algorithmes. On a parlé tout à l'heure de la priorité des boursiers. C'est important ce que vous avez évoqué. Eh bien, ce ne sont pas les formations qui vont choisir si cette personne, parce qu'elle est boursier, c'est moi qui la priorise, c'est Parcoursup qui va le faire. Et on le fait de manière transparente, on le fait en relation avec les présidents d'université, en formation avec les recteurs qui vont définir un taux. Et sur chaque fiche de formation, chaque personne là, qui se rend compte en même temps que je parle peut aller vérifier. Nous indiquons quelle était la part prioritaire pour les boursiers sur l'année précédente et nous communiquerons ce que ça sera le cas pour 2023. Donc là aussi, et je crois que vous avez raison de le dire, il n'y a pas un algorithme qui décide de tout. Ce n'est pas la philosophie. La philosophie, c'est plutôt de mettre de l'humain pour vous accompagner au lycée dans votre choix d'orientation, de l'humain pour examiner les dossiers. Et ce sont des milliers d'enseignants qui font ce travail et ce sont les enseignants qui ensuite vous accueilleront dans les formations. Pourquoi on l'a fait? Précisément parce que ce sont eux qui sont le mieux placés pour dire quels sont les critères, quels sont les profils qui vont réussir, parce que c'est ça notre objectif, vous accompagner vers la réussite. Alors, on a une nouvelle question concernant le bac pro. Est-ce que les lycéens qui ont fait un bac pro sont prioritaires par rapport au bac général? Alors, c'est une très bonne question parce que c'est aussi un choix politique qui a été fait par les ministres. Nous donnons une priorité aux bacheliers professionnels pour aller sur les BTS. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent le mieux et que notre objectif, c'est bien la réussite dans les études et l'insertion professionnelle future. Mais je le dis aussi, les bacheliers technologiques, on n'en a pas parlé, ils sont aussi présents, ils sont nombreux. Les bacheliers technologiques ont une priorité pour accéder aux IUT. Pourquoi? Là aussi, même réponse, ce sont les formations dans lesquelles ils réussissent. Ces formations sont construites pour eux. Donc vraiment, notre objectif, c'est à la fois de permettre à tous d'accéder à l'enseignement supérieur et nous donnons des coups de pouce pour favoriser la réussite, favoriser l'accès. On a parlé des lycéens boursiers tout à l'heure. On parle maintenant des lycéens professionnels et technologiques. C'est bien l'objectif que porte accompagner pour l'accès et pour la réussite dans l'enseignement supérieur. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de la formation soins infirmiers qui était particulièrement demandée. Il y a une autre question qui concerne les autres formations les plus sollicitées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur des parcours qui sont les plus demandés? Et peut-être du coup, dans les formations qui sont très demandées, généralement, ce sont les licences de droit, ce sont les licences de psychologie, ce sont les licences STAPS, voilà, qui sont très demandées. Mais je voudrais aussi dire, parce qu'il faut se méfier des généralités, c'est qu'on peut tout à fait avoir des territoires dans lesquels ces formations sont très très demandées et en même temps sur d'autres territoires des places qui sont disponibles. Et sur Parcoursup, nous vous donnons à voir deux choses. Un, vous pouvez vérifier là quand vous y allez sur Parcoursup pour chaque formation, est-ce qu'elle est très demandée ou elle est peu demandée. Ça, vous y avez accès et ça vous aide à diversifier vos choix. Ne pas prendre tous les risques en ne demandant que des formations très très demandées. Ça ne vous empêche pas d'être ambitieux, mais il faut aussi être raisonnable et savoir finalement avoir plusieurs cordes à votre arc de manière à sécuriser votre parcours. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il existe ce qu'on appelle une phase complémentaire sur Parcoursup qui ouvrira à la mi-juin lorsque des formations ont encore des places vacantes. Finalement, nous les remettons en jeu de manière à ce que chaque lycéen puisse reformuler des vœux sur ces formations qui ont encore des places disponibles. Donc, vous voyez, on essaye de rentabiliser au maximum pour que tous les lycéens puissent accéder à des formations sur des projets qui les intéressent.
Et alors, si je ne sais pas encore ce que je veux faire, quelle est ma stratégie pour remplir Parcoursup de façon utile si je ne sais pas encore? Et, Si je- et je voudrais rassurer tout le monde. Moi, à votre âge, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, vous voyez, enfin, il faut rester serein aussi, et c'est normal, et il faut pas le vivre comme une honte. On a le droit de ne pas savoir exactement ce que l'on veut faire. C'est pour ça qu'on n'avait pas de hiérarchie des vœux. Moi, le conseil que je vous donne, c'est d'aller prendre contact avec votre professeur principal. Parlez autour de vous. Ne restez pas seul avec votre question ou votre angoisse. Et puis, votre professeur principal peut vous accompagner. Nous avons demandé à tous les lycées de France d'organiser des temps d'échange dans la classe, des temps d'échange avec les parents aussi sur Parcoursup, de manière à ce que chacun se familiarise avec Parcoursup, chacun puisse voir ce que l'on peut explorer sur Parcoursup. Je pense notamment, quand vous allez voir une fiche de formation sur Parcoursup, vous avez un petit onglet qui vous permet de cliquer sur des formations similaires. Ça veut dire des formations qui vont vous mener vers le même environnement, mais qui permettent précisément de vous ouvrir un petit peu les œillères, d'aller trouver de nouvelles idées quand vous n'en avez pas. Mais bon, rassurez-vous là aussi, vous avez le temps jusqu'au 9 mars, il ne s'agit pas de se précipiter, mais il s'agit d'y aller tranquillement et de prendre le temps de regarder la plateforme pour vous avoir des informations, pour se les noter et pour ensuite échanger avec des professionnels, échanger avec des étudiants qui vous rassurent. Je crois que cette parole, cette complémentarité avec l'information de la plateforme et l'information des vrais gens, elle est utile. Et je le dis, il y a certains de vos prédécesseurs qui ont passé Parcoursup pendant le Covid. On était très contraints, évidemment, par les rencontres. Je crois que maintenant, nous avons récupéré cette liberté d'aller rencontrer. Profitez-en pour aller échanger. Je crois que c'est une manière de se rassurer, c'est une manière de s'informer, c'est une manière aussi de préparer ses choix. Alors, on a deux remarques de candidats qui n'arrivent pas à finaliser leur dossier sur Parcoursup techniquement. Est-ce qu'il peut y avoir des raisons qui bloquent la finalisation du dossier, de l'inscription? Alors, je pense si vous avez une petite difficulté au moment de l'inscription, il y a le bon réflexe, c'est ce qu'on appelle la messagerie contact. Vous avez l'accès à contact dans votre dossier, vous le voyez, vous posez une question directement aux acteurs de la plateforme et vous recevrez une réponse pour débloquer votre situation. Il y a un numéro vert aussi. Est-ce que vous pouvez rappeler le numéro vert Oui, et sa fonction, s'il vous plaît? il y a un numéro vert qui fonctionne du lundi au vendredi de 10h à 16h, c'est le 0800 400 070. Il est évidemment ouvert. Pour ceux d'entre vous qui sont de l'outre-mer, par exemple, puisqu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a des numéros spécifiques pour les outre-mer et on peut même appeler le numéro vert depuis l'international. On a parlé tout à l'heure du nombre de vœux, qui donc c'est 10, mais avec des sous-vœux. Vous déconseillez de ne faire qu'un seul vœu, mais une personne voudrait savoir combien de vœux minimum est conseillé. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez faire les vœux qui vous intéressent. Je crois que ce n'est pas une question de savoir s'il faut en faire 3, s'il faut en faire 6, ça doit correspondre. Ne vous forcez pas à faire des vœux. Après, ne faites pas. Donc, je ne sais pas, c'est à vous de trouver le bon équilibre entre uniquement faire des vœux qui vous intéressent et puis faites des vœux aussi pour des formations dans lesquelles vous pouvez y accéder. Moi, j'ai eu des fois des situations dans lesquelles je fais des vœux, j'habite Marseille, je fais des vœux à Lille et quand j'ai la réponse, je dis oui, mais je ne peux pas aller à Lille. Bon, ben voilà, c'est aussi à vous faites vos vœux en raison en quelque sorte. Et puis, vous avez le droit d'être très ambitieux et moi je vous encourage, hein, c'est bien d'être ambitieux. Faire des vœux de rêve, de formation que vous aimeriez avoir, il faut faire peut-être un peu de vœux de raison. Et puis il y a un troisième paquet qui sont peut-être les vœux de sécurité. Voilà, chacun définira cet équilibre, mais je crois que c'est important d'avoir aussi ces trois horizons pour faire des vœux qui vous intéressent et qui vous permettent de tranquilliser votre parcours vers l'enseignement supérieur. Alors, nous avons pas mal de questions concernant les baccalauréats passés hors UE. Est-ce qu'il y a une équivalence et est-ce qu'on a accès à Parcoursup? Je crois que vous avez évoqué tout à l'heure la question. Je l'ai évoqué, quand on est hors de l'Union européenne, pour des bacs étrangers en quelque sorte, pour l'accès aux licences, ça n'est pas Parcoursup. Les formations à l'université, ça n'est pas Parcoursup. Pour les formations BTS, école de commerce, pour les formations institut de formation chevalier, c'est sur Parcoursup. Et votre dossier sera analysé. Vous aurez évidemment à remplir sans doute vos références, à donner des certificats d'attestation de votre scolarité, ce que les lycéens français n'ont pas à faire, puisque c'est transmis automatiquement via le système d'information entre l'éducation nationale et l'enseignement supérieur. Alors, je formule mes vœux. Il peut y avoir un système de liste d'attente. Comment ça fonctionne, les listes d'attente? En fait, les listes d'attente, c'est bien au moment où vous recevez les propositions. Je crois que c'est ça. Pour l'instant, on est encore dans la phase
pour formuler des vœux, il n'y a pas de liste d'attente au moment où vous formulez des vœux. Mais au moment où vous recevrez des propositions, vous pouvez, il y a 2-3 types de situations. Vous pouvez recevoir une proposition et puis vous l'acceptez ou vous y renoncez. Et puis vous pouvez être pour une formation qui vous intéresse en liste d'attente. Ça veut dire qu'il y a d'autres candidats qui ont eu une proposition. Et en fait, en fonction de leur réponse, eh bien, la proposition vous sera formulée peut-être un peu plus tard. Rassurez-vous, dans votre dossier, vous aurez un petit tableau de bord qui sera rien que pour vous, qui vous dira voilà comment vous vous positionnez dans la liste d'attente et vous pourrez la voir évoluer chaque jour. Très bien. Alors tout à l'heure, vous parliez des aides qu'on pouvait recevoir si on était un peu dans le noir. Donc il y a le numéro vert, il y a la messagerie sur Parcoursup, il y a auprès des rectorats, si jamais on n'a pas de formation, on peut demander aussi un éclairage, c'est ça? Absolument. Alors, la messagerie contact que j'ai évoquée tout à l'heure, dans votre dossier sur contact, vous êtes directement en lien avec les professionnels de la plateforme dans les rectorats. Alors, quid de la reprise d'études, me demande-t-on, de la reprise d'études et des réorientations? Comment ça se passe dans Parcoursup? En fait, dans les mêmes conditions, hein, les dossiers à construire sont évidemment les mêmes. Alors, il y a la différence, c'est qu'un bachelier, enfin un étudiant en réorientation ou une personne en reprise d'études a déjà son baccalauréat. C'est la condition pour s'inscrire sur Parcoursup. Et à ce moment-là, elle va renseigner des notes. Je pense qu'un étudiant va renseigner lui-même ses notes, puisqu'on ne peut pas les avoir à partir du moment où on connaît toutes les notes des lycéens, mais pas celles des autres. Mais je rassure pour les étudiants en réorientation, leurs dossiers sont examinés dans les mêmes conditions que ceux faits pour les lycéens. Il n'y a pas de critères pour les lycéens et de critères pour les étudiants en réorientation. Et globalement, si j'étais l'an dernier, plus de 8 étudiants en réorientation sur 10 avaient eu des propositions par rapport aux vœux qu'ils avaient formulés. Donc, voilà, il y a vraiment, c'était 186 000 l'an dernier, le nombre d'étudiants. Donc, vous voyez, je veux dire, cette question-là est bien maîtrisée. Alors, en termes de méthodologie, là, les dossiers Parcoursup est ouvert. On a jusqu'au 9 mars pour formuler ses vœux. Prochaine étape. Est-ce que vous pouvez nous rappeler? Donc là, on se concentre sur ces vœux, c'est ça? Exactement. Je crois qu'il y a 2 étapes à retenir. Jusqu'au 9 mars, 23h59 à Paris, vous formulez des vœux. Et puis ensuite, jusqu'au 6 avril, vous finalisez votre dossier et vous confirmez vos vœux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ferez votre lettre de motivation. Il y a une lettre de motivation à renseigner dans Parcoursup. Ça veut dire si une formation a demandé des pièces complémentaires, c'est jusqu'au 6 avril que vous devrez les renseigner. Donc ça fait 2 temps. Première priorité, c'est le 9 mars, formulez vos vœux. Et puis ensuite, vous avez un mois de plus finalement pour compléter votre dossier et confirmer chacun de vos vœux. Voire changer peut-être Alors, on ne change plus une fois le 9 mars. C'est-à-dire que si vous voulez abandonner un vœu qui ne vous intéresse plus, vous pouvez toujours le faire. Mais je ne fais pas de troc. Ok. Et la troisième phase, ce sera à partir du 1er juin, c'est ça? Absolument. Entre le 1er juin et le 13 juillet, vous nous ferez le plaisir de refaire un live avec nous. Comme ça, on pourra évoquer avec tous vos lecteurs cette dernière phase qui est un peu plus technique. Mais je crois qu'on rassurera aussi beaucoup en apportant de l'information. Donc là, vos conseils pour cette première phase, puisque nous nous concentrons sur cette première phase, c'est quoi? C'est d'aborder sereinement l'affaire? Je crois que c'est d'être serein, de prendre le temps de regarder la plateforme et puis surtout de ne pas rester seul avec sa question. Échanger avec votre environnement, avec vos parents aussi. Je crois qu'il faut le faire parce que ça permet de se rassurer et puis même se challenger. Est-ce que ça m'intéresse vraiment cette formation? Allez participer aux journées portes ouvertes. Toutes les dates figurent dans chaque fiche de formation de Parcoursup. Et vraiment, vous rencontrerez des étudiants qui vous diront c'est quoi la première année? Voilà, c'est quoi être étudiant? C'est quoi la prise de notes, la méthode de travail, l'autonomie? Je crois que c'est des choses qui peuvent vous faire un peu peur. C'est un environnement que vous ne connaissez pas. En rencontrant des étudiants, en rencontrant des professionnels, on se rassure. Et puis, si vous avez un problème technique, un doute, une angoisse, il y a le numéro vert, il y a les réseaux sociaux, il y a la messagerie contact sur Parcoursup. Notre objectif, c'est vous accompagner à bien vivre Parcoursup, à faire vos choix, à préparer vos choix finalement pour que l'an prochain, vous soyez un étudiant pleinement investi dans sa formation. Et alors, on se revoit pour la deuxième phase ou juste avant la deuxième phase. En attendant, préparez tous bien vos vœux et merci pour vos réponses. Je vous en prie. Merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.